très ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro du décryptage de l'actualité de la semaine. Nous sommes aujourd'hui dimanche 16 janvier de l'année 2022. Cela fait aujourd'hui 45 ans que des mercenaires ont agressé la République du Dahomey qui avait été dirigée à l'époque par le commandant Mathieu Kérékou. Aujourd'hui, donc 45 ans après, que faisons-nous de cette date très précisément? Une cérémonie a eu lieu aujourd'hui à la place des martyrs qui a refait peau neuve d'ailleurs à cette occasion. On va y revenir dans ce décryptage. Nous irons au Mali qui traverse une situation particulière depuis une semaine maintenant. Qu'ils vous souviennent que le dimanche passé, les chefs d'État réunis au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis pour prendre une sanction contre la transition malienne. Cette transition qui a annoncé que les élections initialement prévues pour se tenir dans le mois de février prochain n'auront plus finalement lieu, mais plutôt dans 4 ans. La CEDEAO donc a pris des mesures contre le Mali, qui d'ailleurs aussi continue de durcir sa position. Quelle analyse peut-on faire concrètement? Vous avez pu suivre notre invité de l'entretien de ce dimanche, Morgan Asogba Metondi, qui est un analyste géopolitique, et évidemment aussi nos différents éditorialistes qui aussi ont décrypté cette actualité dans l'hebdo des éditorialistes. Dans cette émission, nous y reviendrons avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Gilles Christ, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je suis très ravi de vous retrouver sur cette tribune. Mais le plaisir est partagé. Et avec vous, nous allons passer ces moments de télévision comme chaque dimanche soir. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons donc remonter un peu dans l'histoire, et tout en faisant aussi un saut dans le présent, pour justement faire une analyse sur la date du 15 janvier. Cela fait aujourd'hui 45 ans que des mercenaires conduits par Bob Denard ont donc agressé le Dahomey. On va suivre un peu ce grand format de 5 minutes environ sur la cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui, et on revient juste après. C'est une date du 16 janvier 1977 qui restera à jamais gravée dans les mémoires. 45 ans après cette farouche riposte contre les mercenaires, les souvenirs sont encore vivaces. Pour ces vaillants hommes de la patrie tombés les armes à la main, ils reçoivent ici en leur mémoire les honneurs de la nation. Dépôt de gerbes, chants au monument aux morts, puis revue de troupes sont les temps forts de cette cérémonie quoique sobre, mais pleine de sens. C'est un sentiment de courage et de conviction. Vous savez, nous parlons d'esprit de corps, et cela éveille en nous le souvenir d'unité. Si ensemble nous sommes unis et que nous parlons le même langage, et le sang de ceux qui sont tombés pour empêcher que ces terroristes puissent occuper le Bénin ne pourront jamais le faire. Les Amazones ont donné l'exemple. Ceux du 16 janvier ont donné l'exemple. Tout récemment, les soldats également et officiers ont donné leur exemple. Leur sang parle et dit du courage. Parlons le même langage et empêchons que, quels que soient ces microbes, que rien ne puisse détruire et pénétrer le corps qui représente le Bénin en entier et l'armée en général, et que l'unité, que nous puissions parler le même langage partout. Il était aussi là, ce 16 janvier 1977. Le général Maman Sika garde encore beaucoup de souvenirs et exhorte la jeune génération à s'inspirer de ce type de modèle. On était nombreux qui aurions pu périr, mais les autres ont été au devant, les premiers. Et ils sont morts en défendant la patrie, en défendant la liberté du peuple béninois. Effectivement, j'étais à l'aéroport parce que j'avais une arme et je savais qu'avec cette arme, je pourrais en venir à l'avion et pouvoir neutraliser. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que le tireur qu'on avait et l'arme qu'on avait n'étaient pas opérationnels. C'est tout. Sinon, on aurait descendu cet appareil parce que, connaissant l'aéroport, on est arrivé jusqu'à près de 300-400 mètres de l'avion et on l'a vu rouler, partir. Or, quand vous voyez un avion qui met en route, c'est qu'il veut partir. Si on avait effectivement des moyens efficaces, on l'aurait neutralisé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et celui qui aurait pu le faire,
Kiki Venance, qui est aujourd'hui colonel à la retraite, il venait avec une roquette et il a vu l'avion partir. Il a vu un avion partir. Il ne savait pas que c'était ça. S'il savait, il aurait pu tirer la roquette. Voilà ce qui s'est passé. Et je pense que ce souvenir hideux de l'attaque des mercenaires doit être immortalisé en disant « Place des martyrs ». La preuve, vous avez 7 qui ont perdu la vie en défendant le territoire national. Aujourd'hui, il faut galvaniser l'énergie des jeunes en disant « Place des martyrs » pour qu'ils sentent que même s'ils perdent la vie, ils ne sont pas morts inutilement. Pour les enfants de ces hommes tombés sur le champ de bataille, c'est un motif de satisfaction pour elles de voir aujourd'hui une place du souvenir complètement rénovée. Aujourd'hui, vraiment, c'est spécial parce que depuis là, on pleurait du monument. C'était défectueux là. Mais aujourd'hui, on n'est plus que content. Au nom des enfants des martyrs, il y a mon nom là. Ah, regardez, tout est nickel. Le chef de l'État et son gouvernement, ils ont piqué haut. Au président Patrice Talon, on va dire Kunao, Kunao. Vraiment, je suis ravie de voir la place bien propre comme ça. Aujourd'hui, je suis fière que les autorités ne nous oublient pas. Donc, tout ce qu'on vient ici, à la place des martyrs, pour dire chaque fin d'année là, je sais que ça ne rentre pas dans leurs oreilles pour sortir par l'autre, à droite pour sortir à gauche. Donc je les remercie beaucoup de ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas faits pour nous, ils ont fait pour eux, pour la nation, pour le Bénin. C'est bon. Mais ce que je demande, il y a des gens qui ne connaissent même pas. Si on dit même 16 janvier, là, les gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne connaissent pas. Avant là, ce que les gens ont amené pour faire la guerre contre le Bénin, on fait sortir ça et tout le monde voit ça. Donc, de faire sortir ça là, à ces occasions. Toutes les années qu'on vient ici, on n'est pas en joie, on n'est pas content. On a vu qu'ici là, ils ont abandonné. Mais aujourd'hui, quand on est arrivé aujourd'hui là, c'est comme on nous a donné des milliards en valise. Hein? On est trop content parce qu'ils ont bien arrangé. Ils ont bien fait ici et vraiment, ce que j'ai perdu, je suis trop content. Et je remercie notre gouvernement. Au-delà de cette joie qu'elle manifeste, un appel est vivement lancé à l'endroit du gouvernement afin que leur situation sociale soit revue. Voilà donc pour cet élément que nous avons suivi. C'est donc à l'occasion de ce 45e anniversaire. Agapit Napoléon Maforican, je suis curieux de savoir, lorsqu'il était le 16 janvier 1977, où étiez-vous? Quel âge aviez-vous à l'époque? Bon, en tout cas, j'étais né, donc de toute façon... Oui, bon, voilà, ça saute à l'œil quand même. Ouais, pas plus que conscient, particulièrement. J'étais à Kouti, commune d'Avrancourt, j'étais petit, 7 ans. 7 ans, 8 ans? Non, 7 ans. Oui, 7 ans. 8 ans. Bon, d'accord. Voilà. Donc, vous preniez conscience que quelque chose se passait dans le pays? Non, aucune conscience. Aucune conscience parce que... Non. On voyait des gens sortir avec des branchages, courir avec des manchettes, des trucs pour dire qu'ils allaient combattre les mercenaires. Ça, on a entendu parce que, bon, à 8 ans, on était déjà quand même au CP, à l'époque au C1. Donc, c'est déjà un âge où on ne prend pas totalement conscience, mais on n'est pas non plus ignorant de tout. Donc, j'ai vu les mouvements de foule. J'ai vu des gens courir avec des branchages à Kouti. Kouti, c'est commune d'Avran, comme je l'ai dit, c'est à une cinquantaine de kilomètres de Cotonou. Sinon, voilà, c'est une cinquantaine de kilomètres de Cotonou. Ça se passait à Cotonou. Les gens ont pris des branchages à Kouti, commune d'Avrancourt, pour pouvoir combattre les mercenaires qui sont arrivés à Cotonou. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y avait une ferveur. Et moi, c'est vrai, nous, quand nous chantions la révolution, on poussait déjà des slogans, donc on ne connaissait pas à l'époque totalement le contenu. C'est POC1. Mais on a eu conscience que quelque chose s'est passé. Avec le temps, on a, à la scolarité, C2, CM1, le CFEB, et puis après, on a compris que le 16 janvier était. On a écouté Mathieu Kérékou parler, bon, il avait sa voix un peu rock. Et puis bon, voilà, et on a appris à garder également en tête ces phrases particulièrement poignantes employées ce jour-là, oser lutter, oser vaincre l'impérialisme. Telle est désormais la détermination marquée des peuples militaires d'Afrique, plus que jamais décidés à lutter
aussi longtemps que cela sera nécessaire, confiants en leur propre courage pour anéantir complètement ces monstres hideux. Tout à l'heure, le général parlait de souvenirs hideux. Je pense que c'est les monstres hideux qui peuplent notre cher et beau continent, l'Afrique. Bon. Alors, nous parlons des monstres hideux en 1977. Déjà en 1977. En 1977. Je pense que le discours du président Kérékou mérite d'être écouté par la jeunesse. Le discours du président Kérékou. Ce qui importe n'est pas le régime qui était là. C'était simplement un régime légal. C'était la forme républicaine que nous avons choisie. Nous avons choisi la République. On n'était pas Dahomey. On était déjà la République populaire du Bénin. La République du Bénin était proclamée en 1975. La République populaire du Bénin était proclamée en 1975. Et justement, c'est contre la République populaire du Bénin qu'il y a eu l'agression, entre parenthèses, armée impérialiste, parce que c'est comme ça que ça a été appelé. Entre parenthèses, en griffe, armée impérialiste du 16 janvier 1977. Donc, c'était un régime légal. Et la réaction des forces armées était légale, et patriotique, et républicaine. Et c'est là qu'il faudrait écouter les enfants des martyrs. Et le nom martyr mérite. La conférence nationale a manqué d'inspiration très émotive, absolument, totalement dépassée. Ignorante, non pas euphorique, mais émotive, parce que ils ont appliqué au régime leurs sentiments personnels en oubliant que des militaires sont tombés au champ de bataille en voulant défendre la patrie. Et ça, on n'a pas regardé ce qui s'est passé. On n'a pas regardé. Est-ce que le régime était accepté? C'était un régime démocratique en place à l'époque. Le contexte devait être pris en compte. Les coups d'État étaient légion en Afrique. Les partis uniques étaient légion en Afrique. C'était le multilatéralisme. Soit vous êtes avec les États-Unis, soit vous êtes avec l'URSS. Vous choisissez la voie qu'on appelait du développement, marxisme-léninisme, ou bien vous êtes avec le capitalisme ou l'impérialisme, comme on disait à l'époque. Donc c'était un choix de l'époque, un choix historique. Et en 90, on ne devrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On l'a fait. Heureusement, à son retour au pouvoir, le régime Kérékou a essayé donc de prendre un décret pour dédommager un tant soit peu, parce que vous voyez, les enfants des martyrs n'ont pas été dédommagés, parce que le procès n'est pas allé au bout, même au niveau international. Et puis après, avec tellement d'atermoiements, on a fini simplement par requalifier, au lieu de l'agression, on a parlé d'association de malfaiteurs, ça a pris tellement de temps, il n'y a pas eu de dédommagement des enfants. La prise en charge, l'État a fini par prendre un décret sur le ministre Shaw, le ministre d'État à la Défense, à mon avis, Pierre Shaw, finalement a pris. Mais est-ce que tout ça, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret du dossier, et ça fait un temps que je ne me suis. Mais c'est heureux aujourd'hui. Parce que vous voyez, la Conférence nationale, avant nous fêtions le 16 janvier 1977, nous fêtions le 16 janvier 1977 la journée des martyrs, la fête des martyrs. Et ça permet de penser à ces gens qui sont tombés sur le champ d'honneur. Aujourd'hui, à la Conférence nationale, on a dit non, journée du souvenir. On a même débaptisé la place. C'est heureux que le gouvernement ait fait ce travail historique. Je pense que les enfants des martyrs qui ont parlé tout à l'heure, je pense que leur joie est légitime, mais ce n'est pas que leur joie, c'est la joie d'un Béninois comme moi. La mienne, je suis tout le temps plus joyeux, autant plus heureux en constatant que simplement que cette place a été rénovée et que les militaires, vous avez vu le chef d'état-major général des armées qui a parlé, lui, il s'occupe pas du régime, il s'occupe des militaires tombés au champ d'honneur et il a lié plusieurs cas. Donc cette place, au-delà du 16 janvier 1977, c'est la place des militaires tombés sur le champ d'honneur, c'est la place des martyrs. Des martyrs, au-delà même des martyrs militaires, c'est tous ceux qui, en défendant la patrie, sont tombés. Avec le coronavirus, combien d'agents de santé ne sont pas peut-être morts? Peut-être, je ne sais pas. Donc, à plusieurs niveaux, on peut célébrer les martyrs. Et ne pas célébrer le 16 janvier est une faute nationale. Moi, je crois que la Conférence nationale a commis une grosse bêtise, une faute de patriotique. Au moment où on veut que les gens soient patriotes, on a commis une faute patriotique. Et il est temps. Moi, je pense que le régime qui est là, n'a subi aucune pression pour faire ce qu'elle fait là, donc ce qu'il fait. Donc, j'ose croire qu'on ira
de réhabilitation en réhabilitation, Oui. pour que peut-être d'ici la fin du mandat du président Talon, qu'on essaye par exemple de réhabiliter l'État béninois dans toutes ses phases historiques et qu'on ce qui doit être honoré soit honoré. Le 16 janvier 1977 mérite d'être remarqué. La dame a parlé tout à l'heure des matériaux de matériaux de guerre Oui. qu'on avait pris aux mercenaires. C'est important. C'est dommage qu'on laisse les témoins, même les quelques rares témoins partir. Parce que le président, Émile Delaine Gissou, dont le nom avait été cité, aurait pu, il en a parlé un peu. Mais plus il vieillissait, il aurait pu encore, on aurait pu revenir là-dessus. L'ambassadeur Poyon, il ne sait pas dans quelles conditions il est aujourd'hui. Mais ça aurait été intéressant qu'avec le temps, le décès d'un certain nombre de témoins, qu'on essaie quand même de réaviver. Maître Robert Dosso a été avocat du régime au niveau international. Il n'a pas eu gain de cause totalement, mais c'est quelqu'un qui peut parler du dossier parce qu'il a eu tous les éléments du dossier. Le ministre d'État Pierre Shaw est là. Donc, il faut peut-être qu'on essaye de les refaire parler sur cette question parce que c'est un pan de l'histoire du Bénin. Chacun peut raconter ce qu'il a envie de raconter, mais lorsqu'on recoupe ces choses, on peut tomber sur l'histoire. Et on ne peut pas escamoter un pan de l'histoire d'un pays. Je pense qu'Alain Foucault le dit si bien dans sa formule. Un peuple sans histoire est un monde sans armes. Absolument, absolument. C'est un peu ça. Donc, voilà, vous m'avez demandé où est-ce que j'étais, où je suis allé. Justement. Parce que c'est un dossier qui me passionne comme beaucoup d'autres sur le plan 26 octobre. Toutes les dates historiques, pour moi, doivent être... Parce que c'est des pans de notre histoire. Et nous, chacun, aujourd'hui, comme demain, vous l'avez demandé, tout à l'heure vous avez parlé du régime de Dahomey. Oui. Pourquoi on ne vous a pas suffisamment raconté l'histoire? Donc, vous avez fait l'effort peut-être de culture, mais la confusion peut vite naître. Mais si on vous l'avait raconté tout le temps, et vous en avez parlé à vos enfants, vous comprendrez ce qui s'est passé. Nous parlons de la Deuxième Guerre mondiale comme si ça avait lieu au Bénin. Oui. On parle de je ne sais pas quoi, du général de l'appel du 18 juin 41, comme si c'était... Alors, on parle des choses des autres, on parle moins des nôtres. Je pense que c'est important que cette date soit faite. Je salue vraiment ce qui a été fait aujourd'hui. Comme depuis quelques années, je pense que depuis le retour du président Talon, je pense que... Je ne sais pas si ça se faisait déjà un peu avant. Oui, c'était bien avant qu'il n'aille en France pour faire revenir les 26 œuvres. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de... Pour le second mandat. Non, je parle plutôt de fêter le 16 janvier 1977 et faire le défilé. Avant, c'était seulement les anciens du PRPB, certains qui allaient vraiment. Donc, je ne sais pas à quel moment je me rappelle, mais c'est une très bonne inspiration donc de réaviver cette date, que les militaires aillent fêter, aillent marquer, saluer la mémoire des militaires tombés au champ d'honneur, même si ce n'est pas nécessairement et le 16 janvier, on a parlé de ceux qui sont actuellement au front. Tout à fait. Et c'est la question que j'allais vous poser justement. Ce 45e anniversaire intervient dans un contexte sécuritaire très difficile pour le Bénin, où nous faisons face à des attaques de groupes armés dans la région nord du pays. Par exemple, à Porga, à Tangueta, dans certaines régions du nord, on enregistre des pertes en vies humaines au sein des forces de défense et de sécurité, où nos forces de défense et de sécurité tombent parfois en ripostant contre des hommes armés qu'on qualifie de terroristes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un contexte où l'armée est plus face à un défi sécuritaire que dans un contexte de fête? Non, il n'y a pas de fête, il s'agit de marquer une date. Quand on dit fête des forces armées, ou bien fête des martyrs, quand on dit fête, oui, c'est vrai, on appelle journée des martyrs. Parce que bon, non, quand on dit fête, c'est juste pour passer la journée était fériée. Mais c'était pas, c'est un jour de mémoire. C'est une journée de souvenir. Et moi, je ne dois même pas qu'on férie la journée. On n'a pas besoin de férier la journée. Il suffit de marquer la journée. Qu'on puisse, qu'on raconte l'histoire. Et qu'on dise, les trois glorieuses qu'on a, on doit les marquer, on doit les raconter. L'histoire ne doit pas avoir de vide. Beaucoup de Béninois pensent que notre histoire a commencé par la conférence nationale. C'est comme si on a fait le 1er août 60 et puis après on est venu à la conférence nationale. Les gens ne comprennent pas l'évolution. Il faut raconter l'évolution. Il faut montrer que à chaque étape, on a connu des phases successives et que les errements qu'on corrige aujourd'hui viennent de lointain. Nous allons parler tout à l'heure de Mali. Vous allez voir le lien avec ce que je dis. Parce que lorsque vous prenez un mauvais départ, naturellement, vous ne ferez que tituber et on appelle la mauvaise direction. Le mauvais départ est un mauvais départ. Donc, du coup, à rattraper votre retard est difficile. Donc,
La question qu'on doit se poser, si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. Oui. C'est important parce que tout le monde n'est pas né au même moment. On est d'accord. Vous avez demandé où est-ce que j'étais, vous n'étiez pas là. Ça, c'est sûr. J'ai des enfants qui sont majeurs aujourd'hui, à qui il faut raconter l'histoire, parce que demain, ils raconteront. C'est des étudiants, c'est des collaborateurs, c'est des collègues, c'est des collaborateurs. Donc, à chaque étape, vous racontez le pan de l'histoire. Les historiens racontent leur part. Vous racontez ce que vous savez. Les gens recoupent, les médias font ce qu'ils doivent. Et c'est tout ça qui mérite, qui fait la richesse historique d'un État, d'un pays. Et c'est ça qui façonne parfois les esprits, qui crée les intelligences et qui crée aussi, disons, qui déclenche l'irruption d'une conviction patriotique en des citoyens. Mais quand vous n'avez pas ça, et on dit aux gens, soyez patriotes, les gens répètent sans jamais comprendre la démocratie, ça parle de quoi? Qu'est-ce que c'est la démocratie? Et puis bon, voilà, dès que, enfin, ils voient la démocratie en les autres, ils peuvent violer la loi, on dit la démocratie. Mais quand on les prend, on dit la démocratie en danger. Bref, a dit que lorsqu'on est mélangé dans tout ça, il faut demander, est-ce que ceux qui sont tombés au champ de bataille, ceux qui sont sortis de chez eux, qui n'étaient même pas en fonction, parmi eux, il y en a qui n'étaient même pas en fonction, qui sont sortis parce qu'ils ont senti l'État en danger. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était un dimanche. Oui. C'était un dimanche. Comme aujourd'hui. La garde était baissée. Il y avait, et vous l'avez vu, ce que Maman Sika a raconté, le général, a expliqué tout à l'heure, la garde était baissée. Donc les gens avaient tout mis en œuvre pour prendre par surprise le régime. C'est l'élan patriotique. C'est ça. Et maintenant, Parapé, dans un élément qui est passé ce midi, a expliqué qu'à l'époque, le peuple était avec son régime. Et on ne peut pas escamoter ça par une conférence dite nationale, ne peut pas l'escamoter. Et moi, j'estime que... Donc, il y a une faute. Il y a une faute dans l'histoire. Une faute collective. Et une faute qu'il faut corriger. Comme d'ailleurs, il y en a eu sur beaucoup d'éléments par ailleurs. Je pense que la conférence nationale doit être rectifiée. Heureusement, des aspects sont en train de l'être, progressivement, sans bruit. Mais il y a beaucoup d'aspects de la conférence qui doivent être rectifiés. Je pense que les émotions de 90 doivent être dépassées désormais pour que nous passions maintenant à reconstruire l'histoire de notre pays. Et par rapport aux attaques terroristes qui surviennent dans le nord du Bénin, est-ce que notre armée est suffisamment forte pour pouvoir y faire face un peu comme cet élan populaire nous avons une armée de professionnels, une armée militante, une armée patriotique, je veux dire. Une armée patriotique, une armée professionnelle. Oui, mais quand on dit ça ainsi... Et moi, je ne peux pas aller plus loin. Oui, mais sur cette question, c'est vrai, est-ce que ce n'est pas un peu plus idéal que réaliste que de dire ça? Parce que de grands États comme le Nigeria fait face, à Boko Haram depuis des années, il n'y arrive pas. Le Niger aussi, le Burkina Faso, peut-être aussi le Mali. Et au-delà de l'Afrique, il y a même de grands États, des États-Unis d'Amérique, où le terrorisme sévit parfois, arrive parfois. Bon, ces États aussi ont de grandes armées et pourtant, ils n'arrivent pas à contenir ce mal. Est-ce que là, ma question c'est celle-ci, est-ce qu'on n'est pas rentré dans quelque chose dont on aura de la peine à se défaire? Alors donc du coup, c'est pas l'armée qui est en cause. Donc c'est cette chose-là qui est en cause. C'est comme le coronavirus. C'est pas les médecins ou les chercheurs qui sont en cause. L'objectif de la question n'était pas de remettre en cause l'armée. Donc, non, vous avez demandé... C'était de nous amener... Est-ce que si notre armée est vraiment professionnelle ou bien c'est pour ça que je vous l'ai dit, oui, elle est. Elle est bien formée, oui. Elle a ce qu'il faut. On a nos moyens, je ne sais pas quelle est la hauteur des moyens que nous avons, mais je pense que nous avons fait face à beaucoup de situations. Et donc, moi, je ne peux pas aller plus loin, parce que je ne peux pas entrer dans les éléments stratégiques de l'armée béninoise. Oui. Nous parlons aujourd'hui de ce qui se passe au nord, sans oublier, moi, de certaines positions, je savais depuis 10 ans que ce débat était là. Ce dont nous parlons aujourd'hui existait depuis 10 ans ou 8 ans. Oui. Où on apprenait que ces gens-là passaient par le... Non, c'était plus que ça. L'armée était déjà au renseignement. Les renseignements généraux de l'État étaient déjà aux affaires. Des préfets étaient déjà aux actes. Des militaires étaient déjà aux actes. En fait, c'est les incursions de ces derniers temps qui font peut-être que certains parlent. Et on a l'impression que c'est nouveau le phénomène. Il n'est pas nouveau. Et on peut peut-être aller plus loin. Mais vous savez, moi, je connais les limites.
d'un consultant, quand il parle devant un écran, je connais ce qu'il faut savoir dire. Et donc, je connais un peu plus. Un peu plus, je ne suis pas dans l'art. Qu'on ne peut pas exposer ici. Mais j'estime que notre armée fait son boulot, son job. Vous l'avez si bien dit. Le voleur qui vous guette a un pan d'avance sur vous. Vous avez beau être outillé, tout, caméra, radar, tout. Lui, c'est le champ qu'il peut prendre pour que vous ne le voyez pas dans votre radar. Oui. Vous avez des barbelés. Il sait comment contourner vos barbelés. Vous avez une arme. Il sait peut-être votre position de votre chambre. Quand il est informé, il est renseigné. Et vous l'avez si bien dit. Après World Trade Center, après les attentats du 11 septembre 2001, on a cru que les États-Unis étaient... Mais il y a eu Boston, quelques années plus tard. En plein truc olympique, en plein élément sportif. Donc, vous avez beau vous prémunir, celui qui veut, le terroriste a un pan. La France, on a eu les frères Mera, mais après Mera, il y a eu, en novembre 2015, en plein Stade de France, malgré toute tous les nationaux français. C'est vous dire que, en la matière, les gens ont un pan d'avance. L'essentiel est que vous restez soudés et que vous puissiez travailler à contenir. Et c'est ça que je dis que notre armée fait son job et elle mérite d'être saluée comme il le faut, comme les pouvoirs le font. Et je pense que ce n'est qu'à leur honneur. C'est ça. Et c'est l'occasion aussi pour nous de rendre hommage à tous ces braves hommes en armes qui peut-être sont déjà tombés sur le champ de ce combat-là ou qui ont perdu la vie. Que, bien sûr, le courage soit aux côtés donc, de leurs différents proches et dans leurs différentes familles. On va aller plus loin d'ailleurs. Oui. Comme je le dis, ce n'est pas que les militaires. On ne peut pas mourir pour sa patrie. C'est quelque chose de, quand même, de très frappant, de fondamental. Qui a envie d'exprimer sa poitrine pour qu'on lui mette une balle? Personne. Quand ça détonne, ça me rappelle cette histoire à l'université où, en pleine grève, un bagouillet et tout le monde a fui. Alors qu'on disait, nous ne pouvons pas reculer, nous ne pouvons pas reculer. Mais quand le bagouillet est tombé, on a reculé. Donc, personne n'offre sa poitrine. Il faut saluer tout ce qui, la police, qui est au carrefour tout le temps, qui sont devant nos banques, qui accompagnent les sapeurs-pompiers, qui se mettent, ils sont dans l'armée, les médecins, qui, avec le coronavirus, on voit comment ils peuvent... Des journalistes qui vont sur les fronts, également pour rendre compte de l'information. Il y a plusieurs corps de métier dont on ne parle pas, mais qui s'exposent. Je pense que lorsqu'on parle aujourd'hui de devoir patriotique, il faut penser à tout ce monde-là. Moi, j'aime bien les anciens. Quand ils disent, oh, mais l'ancien, c'est le corps le plus inspiré. Et bon, tout récemment, quelqu'un qui me croyait me faire une morale et il disait que bon, voilà, vous ne savez pas que les enseignants, c'est un corps, c'est eux qui donnent le savoir. Il dit, mais s'il peut savoir comment les médecins vous permettent de garder votre santé, qui peut savoir comment l'armée nous permet de dormir en paix, la police, qui peut savoir comment. Donc chaque corps, comment les journalistes font pour qu'on se forme du matin au soir. Qui peut savoir que c'est le pilote qui permet que nous prenions l'avion pour être à Paris plutôt que de prendre le navire, et que même le navire, il faut bien naviguer. Absolument, bref, pour ne pas se noyer, oui. Finalement, chacun tire le tirage de son côté. Non, tous les corps sont importants. L'essentiel que chacun fasse son travail. Et un jour comme aujourd'hui, on pense à ceux qui sont tombés au champ d'honneur le 16 janvier 1977. Il faut penser, nous pensons aux nôtres qui se battent sur tous les fronts, le général Haro. C'est lui. Général, c'est bien général. C'est lui, bien sûr. Le chef d'état-major général l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'au-delà de ces gens, ces militaires auxquels il a pensé, et un peu de par les étapes, et de par les périodes, moi j'élargis aux civils, et qui, de par les professions, les journalistes, les médecins et tous les autres corps les médecins, corps paramilitaires, en tout cas tous ceux qui travaillent de jour et de nuit, les polices républicaines, et qui parfois laissent leur vie, on doit penser à eux. Justement, vous avez bien fait de le dire. Je propose qu'on prenne la direction du Mali, qui fait face à une situation presque extraordinaire, où depuis plus d'une semaine, le Mali se retrouve, on peut le dire, en isolement. Les États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les différents gouvernements réunis au sein de la CEDEAO, ont pris des sanctions qu'on peut peut-être qualifier de dures face au Mali, fermeture des frontières, gel des actifs maliens à l'international. Et le gouvernement de transition dirigé par Assimi Goïta n'est pas prêt de lâcher prise. D'ailleurs, on a pu voir en fin de semaine des images de ses concitoyens qu'il a appelés à descendre dans la rue pour manifester contre, dit-il, l'impérialisme français
et la volonté française de pouvoir s'immiscer dans la souveraineté malienne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le Mali est pris dans un étau et que la transition va s'essouffler? Écoutez, j'ai besoin d'une tribune meilleure pour exposer. J'ai écouté le consultant. Le consultant sur l'entretien aujourd'hui. Oui, il a dit l'essentiel. Il lui a juste manqué de franchir le Rubicon, de l'étape de la prise de position. Oui. Il est resté factuel. Il est resté factuel, disons pédagogique. Oui. Et il est resté dans la science. On peut aller au-delà parce qu'on n'est pas dans la science, on est dans la politique. Absolument. Et quand on est dans la politique, on prend position. On ne peut pas rester. Certains de nos téléspectateurs l'ont réclamé. Hein. Ah oui, on est dans la politique. Et dans le cas d'espèce, ils ont estimé qu'il était superficiel. Dans le cas d'espèce, la CEDEAO, c'est comme le parent qui a tous les moyens pour sévir contre un enfant récalcitrant et qui utilise déjà les gros moyens alors que les étapes ne sont pas encore terminées. C'est ça. Je pense que la CEDEAO est allée un peu trop vite en besoin après avoir manqué au départ elle-même, donc de gérer. C'est un coup d'État dans un coup d'État, a dit, et je suis d'accord avec le consultant. Dès lors, nous l'avons dit à l'époque, c'est le premier coup d'État validé qui était déjà le problème. Si on a validé le premier coup, les coups peuvent continuer. C'est-à-dire que le problème est déjà là. Mais là n'est pas réellement encore le problème. C'est pour ça que je dis que j'ai besoin d'un grand espace pour aller plus loin. Parce que la question qu'on doit se poser entre le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et le droit d'ingérence, à quel niveau sommes-nous aujourd'hui au niveau du Mali? Est-ce que les Maliens se sont rebellés contre le système? Est-ce que le Mali est en crise politique? Est-ce que institutionnellement, il n'y a pas un cadre politique au Mali? Tout comme on a eu des régimes de fait à des moments donnés. Si on s'est contenté des régimes de fait avec lesquels on a discuté pendant longtemps, comme le régime de fait qui est en place en Guinée, si on peut se connaître des régimes de fait, à mon avis, c'est qu'il faut poursuivre les pressions, les négociations. Il faut aller au pas à pas pour ne pas céder un peu à la va-vite. Le principe, c'est le retour. On ne doit pas cautionner les coups d'État. Donc, la prise de pouvoir par la voie militaire, en fait, c'est ça le principe c'est sur ça que la CEDEAO s'appuie. C'est ça. Sur la base des accords, des protocoles additionnels de Dakar de 2001. D'accord. Mais après, il se fait que le cas malien est assez particulier, comme le cas guinéen. Et donc, il faille vraiment trouver le juste. Aujourd'hui, ouais, on est allé très loin. On va revenir encore au centre. C'est-à-dire que la CEDEAO ne peut pas continuer comme ça. Ils vont revenir. Il faut un médiateur. Est-ce qu'ils réfléchissent comme vous réfléchissez? Ils sont obligés. On les a vus c'est un bel appareil. Extrémiste. Non, ils ne sont pas extrémistes. Qui? Bon, les chefs d'État de la CEDEAO, on a l'impression qu'ils ont voulu vraiment taper. Non, ils ont voulu parce que, ouais, ils sont de l'étau des protocoles additionnels. Oui. Donc, des questions de principe. Je vous ai dit, entre la non-ingérence dans les affaires intérieures et le droit d'ingérence prôné après 90, où est-ce qu'on était? Donc, ils sont pris entre les deux étaux. Est-ce que la CEDEAO ne s'est pas retrouvée dans cette situation, peut-être compte tenu de certaines pressions qu'elle aurait reçues de la part de l'Occident? Non, je ne pense pas. Moi, je ne suis pas dans les histoires où on dit que c'est la France, non. Moi, on a pu voir quand même que Air France a rapidement fait de suspendre ses vols. Les intérêts français, les intérêts français, ils passent. Donc, ça, c'est leur problème. Moi, je ne veux pas. Vous savez, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et les intérêts de la France, n'oublions pas que en 93, c'est la France qui a quand même. C'est grâce à la France que le régime, que l'ordre a été mis en place au Mali. N'oublions pas ça. Parce que lorsque les Maliens crient, aujourd'hui attaquent la France, moi je ne veux pas rentrer dans ça. Parce que la France a aidé le Mali à se rétablir. Et pour moi, ce n'est pas une opération philanthropique. Je pense que la France est responsable en partie de ce qui se passe aujourd'hui au Sahel. Et elle doit l'assumer normalement. Il y a très peu de voix pour le dire. Oui, c'est dommage. La France est totalement responsable. Comme les États-Unis étaient responsables de ce qui s'est passé dans le Golfe, après qu'on a poursuivi Saddam Hussein et autres. Aujourd'hui, la France est responsable entièrement de la situation de la bouillabaisse créée en Libye. Et après tout ce qui s'est avec les armes qui sont descendus vers le nord et qui ont rendu la zone totalement instable pendant tout ce temps. Je pense qu'elle est responsable. Et elle doit s'assumer, elle doit assumer sa part. Bon, donc ça, c'est un autre problème. Mais elle a aidé le Mali. Ça, c'est... Donc,
de sa responsabilité. Elle a pris cette part-là. La situation créée par Boubacar Ibeka, dans sa personne âme, il est décédé aujourd'hui d'ailleurs. Tout à fait. Alors donc, personne âme, en passant. Mais si Ibeka n'a pas été en mesure d'être à la hauteur de l'espoir suscité par son retour, le président François Hollande était là, au Mali, à Bamako, au moment où on le réhabilitait, au moment où il prenait, lors de son investiture. Oui. Alors, si en 2013 et 2021, ça s'est dégénéré, 7 ans, c'est qu'il y a une situation à l'intérieur du Mali qui n'a pas été bien gérée. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France. Donc, la CEDEAO a ses instruments. Et la CEDEAO a décidé par rapport à ces instruments. Ça, il n'y a rien à dire. Je pense que non, la CEDEAO n'était pas sous pression. Je ne pense pas, moi. Parce qu'il y avait déjà cette querelle avec l'intervention ou non d'un groupe russe dénommé Wagner, où la France mettait vraiment la pression. On a pu voir ça au plan diplomatique, avec tous ces moyens diplomatiques, même parfois par les médias. Bon, il y avait cette querelle et où la France disait, bon, c'est soit eux, soit nous, etc., etc. On a même suspendu d'abord les opérations aériennes, etc. Est-ce que cette querelle-là n'avait peut-être ou n'aurait pas pu pousser la France à dire, ben, écoutez, trop c'est trop, ne leur permettez jamais de faire une transition de 5 ans, arrêtez-moi ça. Vous savez, vous avez posé beaucoup de problèmes importants et stratégiques parfois. Oui. Vous savez, parce que, effectivement, moi, la question de la durée de la transition méritait des réunions et des conciliabules, des négociations, des simulations. Et c'est là que j'ai dit que la CEDEAO a fait un grand bond. La CEDEAO avait déjà fait preuve de pédagogie en gérant la situation pour ne pas perdre la main. Mais là, elle a fait un grand bond. Moi, je n'ai pas envie de savoir comment et pourquoi. Ça, c'est d'autres personnes, je ne suis pas au cœur. Mais la CEDEAO est un bel appareil du point de vue et cadre, du point de vue de compétences, du point de vue personnalité, du point de vue moyen. Peut-être qu'on n'en a pas, elle n'a pas beaucoup, mais c'est quand même la meilleure organisation sur les gens que nous avons et qui essaie de tenir la route par rapport à un certain nombre de complexités des situations au sein même de l'organisation elle-même. Il y a déjà la complexité de situation au sein même de la CEDEAO entre les anglophones et les francophones, les lusophones, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la France. Donc, il y a toutes ces imbrications. Nous parlons politique. Oui. Et donc, nous parlons intérêt. Quand on parle politique, on est de la CEDEAO, donc il y a une géopolitique. Oui. On est dans la sous-région. Alors, on a des intérêts de beaucoup à plusieurs facettes. Donc, l'analyse ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Vous comprenez que notre constitution ce matin a dit l'essentiel. Je l'ai dit toujours. Il ne reste que la prise de position. Lui, il n'a pas voulu le faire. Donc, du coup, on n'a pas besoin donc de revenir. Tout ce que vous avez exposé est justifié. Mais après, qu'est-ce qui justifie la transition de 5 ans? Il faut se poser la question. Rappelez-vous au Bénin, en 90, quand on a dit transition de 11 mois à la Congrès nationale, quand Kérékou a voulu se déclarer président et candidat en 2011, il a dit quoi? Il a rappelé toute la transition. Et il a dit quoi? Nous aurions aimé que cet arsenal se poursuive encore 2 ou 3 ans. Nous aurions aimé. Et il n'avait pas tort. C'est comme si c'était une prophétie. Aussitôt, Soglo élu, et les vieux démons sont revenus de retour. Le quinquennat du président Soglo a été un quinquennat de crise. Et on ne peut pas tout mettre sur la tête du président Soglo. On ne peut pas mettre tout sa tête. C'est plutôt la vieille classe politique qui est revenue avec, comme disait le président Omadegbe, c'est l'heure des grands manœuvres politiques et c'est déjà la cacophonie des ambitions. Donc, dès que les grands manœuvres politiques sont arrivés, la cacophonie des ambitions est revenue et on est retombé dans le même travers. On les a poursuivis jusqu'en 2016 avec ce qui se passe, une douce révolution qui est mal appréciée par certains passéistes et qui s'accrochent peut-être à des intérêts qu'ils avaient su préserver à la conférence nationale et qui les a maintenus en vie politique et peut-être en vie sociale jusqu'en 2015-2016. C'est là le drame. On a tellement mal commencé que le Kérékou à qui on a jeté les pierres est revenu en 96, alors qu'on aurait pu, et on a frôlé le pire en 96. En 2001, on a frôlé le pire à la présidentielle de 2001. En 2006, on a frôlé le pire à la présidentielle. En 2011, on a frôlé le pire à la présidentielle. En 2016, c'est peut-être le plus calme des présidentielles. En 2021, on a frôlé. Donc, vous voyez un peu que l'histoire peut se répéter. Ce qui se passe au Mali n'est pas anodin. Pourquoi la Côte d'Ivoire a connu encore l'instabilité, la guerre? On a cherché Gbagbo, on l'a amené à ce pays, on l'a ramené, le pays est le pays le plus calme. Pourquoi la Guinée
dont l'arrivée du professeur Alpha Condé a créé une sorte d'espoir. Oui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et au Sénégal, c'est si stable? Est-ce qu'il n'y a pas un troisième mandat qui est dans les cordes? Et au Burkina, on est si heureux, alors que après que la rue a fait tomber le régime comparé. En réalité, il y a une certaine situation dans l'Afrique de l'Ouest qui est déjà meilleure qu'en Afrique centrale. Mais bon, je suis en Afrique de l'Ouest, qui mérite que nous questionnions notre comportement en 90. Oui. Ce qu'on a appelé... Oui, mais avec cette démonstration que vous faites, lorsque vous disiez tout à l'heure que la CEDEAO, c'est notre plus belle organisation, c'est notre meilleure organisation, j'avais noté ça et j'attendais à ce que vous puissiez finir votre démonstration pour que je vous relance dessus. Mais là, vous me tendez la perche. Voilà. Lorsque vous faites la démonstration avec les différentes situations dans les pays, à juste titre d'ailleurs, est-ce que ça ne traduit pas à suffisance un malaise au sein de la CEDEAO ou une certaine crise identitaire? Parce que là, aujourd'hui, Alassane Ouattara, qui lui est en train de faire un troisième mandat de sa vie, parce qu'on a beau dire, bon, c'est un nouveau mandat au compteur et tout ça, mais de sa vie, il est en train de faire un troisième mandat. Et du coup, ça décrédibilise la CEDEAO aux yeux de certains observateurs. Est-ce que là, ce n'est pas suffisamment illustratif de ce que la CEDEAO a de la peine à s'affirmer en tant qu'organisation, enfin, on va dire crédible, pour pouvoir se faire entendre comme il se doit? Est-ce que l'ONU a réussi à régler la question palestinienne? Est-ce que l'ONU a réussi à le régler? Elle ne peut pas, c'est compliqué. Donc, quand on parle de la CEDEAO, je dis que c'est une belle organisation qui est en place. La CEDEAO ne s'est pas bâtie pour s'occuper des questions politiques. De troisième mandat, ce n'était pas ça le problème. N'oubliez pas, à l'indépendance, comme je dis, le principe de l'intangibilité des frontières, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Alors, pourquoi la CEDEAO en arrive aujourd'hui à parler politique? À cause des protocoles additionnels. Et pourquoi? On a pas dit. L'intégration économique ne peut advenir que dans un environnement politique calme, serein et prospère, et cohérent. Oui. Et donc, on a essayé, la CEDEAO de 2001, donc on n'est pas en 90, la CEDEAO ayant pris acte de l'évolution politique dans les pays africains, de l'époque des pays ouest africains, en 2000-2001, donc les experts qui ont travaillé en 1999-2000 ont pris en compte l'évolution de l'époque. Et donc, on travaille sur la base de la donne politique pour dire que donc les élections doivent s'organiser dans des conditions données. Oui. La paix et la sécurité doivent devenir, bref, a mis en place une architecture. Oui. Vous comprenez? Alors, dire qu'elle échoue, non. La CEDEAO a réussi à rétablir l'ordre. On a l'impression qu'elle peine à anticiper les crises. Non. Lorsque, par exemple, le problème s'est posé d'abord en Côte d'Ivoire, où le débat se faisait autour de la problématique troisième mandature. On n'est pas d'intervenir dans les États à l'interne. Mais là alors, pourquoi alors, quand ça capote, maintenant, elle monte au créneau? Justement, parce que là, ça crée quiproquo, justement. Non. En Guinée, lorsque Alpha Condé était décrié et que peut-être par le soutien international aussi, les gens montaient sur Alpha Condé, j'emploie ce terme. La CEDEAO devait dépêcher les experts. La CEDEAO n'a pas dit Alpha Condé. Pour aller déloger Alpha Condé. Non, mais la CEDEAO n'a pas dit Alpha Condé, au moins faire un communiqué pour prendre position et dire, nous en tant qu'organisation, nous prônons les valeurs de l'alternance au pouvoir. La CEDEAO n'a pas dit. Non, la CEDEAO ne peut pas entrer à l'interne d'un État pour faire valoir l'ordre constitutionnel. Mais elle fait des médiations. Nous avons une monarchie. On a des monarchies du Golfe qui sont adulées par toutes les grandes démocraties du monde. Oui, on a les grandes démocraties européennes qui sont la plupart de type monarchique, oui, où les exécutifs peuvent rester là aussi longtemps qu'ils peuvent. Oui. On a donc que nous avons fait notre choix. Les choix peuvent être retouchés autant qu'ils peuvent. La CEDEAO, c'est pour ça que je dis, ce qui a été mis en place à Dakar en 2001 n'était pas mauvais. C'était, vous dire, avant les élections, à tel moment, on ne doit plus toucher au test. Oui. On ne doit plus. Vous comprenez? Mais quand on va dire que, après moi, vous l'avez dit ça, au Bénin, on a touché au test avant les élections, bien avant les dates. Mais lorsque des individus ont commencé par contester à l'application des tests que nous avons votés, tout le monde interpelle la CEDEAO. Mais quand vous voulez que la CEDEAO fasse, lorsque les tests ont été, tout a été règlement fait. Et après, on dit que la CEDEAO est incompétente. La CEDEAO n'est pas capable. Non, c'est facile. En fait, on veut mettre à la tête de la CEDEAO tout et tout à la fois. N'oubliez pas que... Revenons au Mali. Oui. Dans l'imbroglio malien, oui, le premier responsable de la situation malienne, c'est l'élite malienne, c'est les politiques maliens. C'est d'abord eux. Tout comme dans beaucoup de... C'est les premiers. Ici au Bénin, les gens ont appelé l'armée. Ancien chef d'État a appelé l'armée pour intervenir. Il dit, moi, ancien président de la République, ancien président de l'Union africaine, j'invite l'armée. C'est une forfaiture.
Oui, mais les Maliens décident de leur sort. Attendez. Les Maliens décident de leur sort interne. Oui. Bon, l'État a beau pécher, mais ça reste un problème interne au Mali. Justement. Bon. Mais donc, c'est ça que je vous l'explique. Oui. Donc, ici au Bénin, les gens l'ont fait. C'est une forfaiture. Heureusement, l'armée n'a pas répondu. Alors, donc, si l'armée avait répondu, où est-ce qu'on serait? Au Mali, il y a eu déjà le cas contre ACD. On n'a pas trouvé des solutions totales. Parce que le problème, c'est un peu ce qui se passe dans le nord du pays. Ibeka a tenté. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fait ce qu'il a fait. Mais le problème était tel que, bon, les gens, il y avait une sorte de dissatisfaction. Et son mandat, le deuxième mandat était de trop. Il y a eu la situation. On aurait dû déjà. Mais qui aurait dû déjà? Qui aurait pu? Donc, le problème, c'est un peu l'évolution rapide de cette situation, parfois qui échappe au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. La CEDEAO n'est pas la communauté qui fait c'est pas la Cour constitutionnelle des États d'Afrique de l'Ouest. Mais quand elle monte au créneau après, pour dire bon. Sur la base des protocoles de traité additionnel de contenu qui est dedans. C'est donc, moi, j'ai déjà fait une intervention il y a quelques mois, peut-être qu'on va le retrouver, où je dis, il va falloir que les experts que la CEDEAO mette en place un groupe d'experts pour interpeller les États à repenser leur modèle et que désormais, un modèle mis en place ne peut être retouché qu'après une certaine durée. 20 ans, 30 ans, 50 ans pas. Mais eux-mêmes, ils mettent en place parce que la CEDEAO n'a pas vocation à entrer dans les modèles, même pas l'Union, même pas l'ONU. Ce qu'on a vu, la certification en Côte d'Ivoire en 2010, c'était parce que la Côte d'Ivoire a accepté. Sinon, la certification ne peut pas, ce n'est pas le représentant de l'ONU qui va certifier la tangibilité des élections. C'est l'organe en charge de la proclamation et l'organe en charge de contentieux qui gère cette élection-là. Et c'est des organes internes aux États. Mais on a mis des balises. Dans le cas malien, malgré que les coups d'État ne sont pas acceptés, la sécurité de la CEDEAO, il désigne une personnalité qui échange. Parce que ne pouvant pas régenter la vie interne, discute. Essaie de trouver une feuille de route pour que l'ordre constitutionnel revienne au plus tôt. Mais dans le cas de Mali, ça a été fait. Il était dans une tradition quand il y a eu un autre coup. Et donc, c'est là que j'ai dit que la CEDEAO a été prise dans un étau créé par l'élite malienne elle-même. Et donc, dans le cas d'espèce, la décision de la CEDEAO, c'est pour en finir. Mais est-ce qu'elle en a les moyens? Si elle en a les moyens, c'est l'idéal. Si elle en a les moyens, c'est l'idéal. Vous pensez qu'elle en a? Je vous ai dit tout à l'heure qu'un père qui a tous les droits et qui aurait peut-être pu aller et qui allait un peu finir tout. À mon avis, je ne pense pas que la CEDEAO ait tous les moyens de réussir. Et c'est pour ça que je pense que, vous voyez, il y a les bons offices. La médiation, c'est plus visible. Les bons offices, c'est beaucoup plus bas, peut-être en sourdine. Je pense qu'il faudrait qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, même si on continue d'affirmer les principes, qu'il y ait des gens qui aient parlé, on a Obasanjo qui est là, qui est une personnalité très, très, très entendue. Ce qui s'est passé à Obasanjo, il était président de l'Union africaine, président de la commission, président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine en 2005, lorsque le général Yadema, Yassine Yadema est décédé. Son fils fort, qui était ministre au gouvernement, par une alchimie terrible et une maestria bien orchestrée, est devenu président intérimaire, ce qui était dévolu au président de l'Assemblée nationale, qui n'était pas sur le territoire national à l'époque. Bien. Alors, le président Konaré, qui était ancien président malien justement, qui était président de la commission de l'Union africaine, a fait le communiqué naturellement sur la page des principes. Le président Obasanjo, qui était président en exercice, a essayé de le recadrer, a reçu la délégation malienne et togolaise et a pu trouver peut-être le juste milieu. Et la conférence des chefs d'État de la CEDEAO s'est réunie et a essayé de la feuille de route. Bref, c'est vrai que depuis 2005, la situation elle est démocratique au Togo et avec toujours la famille. Bien. Donc ça c'est le principe, c'est la situation au Togo. C'est pour dire quoi? L'Afrique, c'est complexe. Les politiques. Et regardez, ce n'est pas le même régime en Europe, même s'ils ont fait leur temps. Ils ont fait leur histoire, ils ont fait leur cheminement pour en avoir autant de différences. Moi, j'accepte les différences, parce que j'estime que ça doit provenir des peuples. Le Togo fait son histoire, à son rythme, à sa manière. Le Bénin fait la sienne, le Mali fait la sienne. La CEDEAO essaye donc d'orchestrer pour qu'il n'y ait pas de dérive.
Mais la CEDEAO n'est pas mastodonte. La CEDEAO n'est pas les États à l'interne. La CEDEAO n'est pas les peuples. La CEDEAO n'est qu'une organisation faite de représentants de nos États. Et donc, essaye de... Et dans le cas d'espèce, je pense qu'il y a eu un peu une sorte de colère. La colère, il n'y a pas eu des gens... Moi, je me rappelle un sommet à Dakar par rapport au cas ivoirien, où Soro et tous les... Bon, Gbagbo était président. Oui. Donc, du coup, ils ont été écoutés. Eh bien, on a eu des confidences. Oui. Après, mais les chefs d'État ont essayé donc de... Ce qui était une sorte de crise, les chefs d'État ont essayé lors de ces auditions, de les rendre un peu... de détendre un peu l'atmosphère pour tenter de gérer la situation à l'époque. On a quitté Dakar avec une certaine feuille de route. Bon, qui peut-être n'a pas pu nécessairement, mais qui en 2002 a abouti finalement aux élections, si je me rappelle bien. Donc, c'est de vous dire quoi? Il faut trouver toujours quelqu'un. Là, dans le cadre malien, je pense qu'il faut des bons offices. Il faut quelqu'un pour jouer aux bons offices. Je vous ai raconté Obasanjo. Oui. C'est une personnalité qui est là, qui peut... Il y en a d'autres. Même Boni Yayi, qui a été en exil de la CEDEAO, président en exil de l'Union africaine. C'est l'occasion pour lui, par exemple, de montrer aussi son leadership en Afrique. Vous savez, en matière de bons offices, vous pouvez être accepté par les deux parties. Il suffit simplement qu'il fasse une visite au Mali, qu'il rencontre. C'est vrai qu'il y a un embargo en cours. Absolument. Mais il suffit de négocier. Avec la posture dans laquelle se trouve la CEDEAO actuellement. Il suffit de négocier. Oui. Si, c'est les hommes qui prennent ces décisions. Oui. C'est les hommes qui les gèrent. Il suffit de parler. Ça va être un sérieux revers pour la CEDEAO. Non. Il n'y a pas de revers en matière de crise. Il y a ce qu'on appelle une gestion. Dans le cas d'espèce, qui gagne à ce que le Mali, que les populations maliennes meurent de faim? Non, le problème, c'est que si jamais, dans cette affaire, la CEDEAO ne s'en sort pas vraiment avec son image suffisamment bien soignée, peut-être qu'après le Mali, ce sera le tour de la Guinée. Peut-être que ce sera le tour de la Guinée et peut-être le tour d'un autre État. Alors, si la CEDEAO prochainement dit quelque chose, vous convenez avec moi que plus personne ne va l'entendre. Oh là là, vous avez l'impression, vous parlez de comme... Non, la CEDEAO, je vous ai dit que c'est une organisation internationale, régie par les règles internationales. Et donc... Non, au-delà du diplomatiquement correct, au-delà du politiquement correct, les populations à la base... La CEDEAO n'est pas pour les populations. La CEDEAO ne traite pas avec les populations, la CEDEAO traite avec les États. Mais on ne peut pas faire la sourde oreille non plus avec... Non, justement, c'est pour ça que je n'ai pas eu des bons offices. Il faut nécessairement que des gens aillent régler. Même la médiation. Même la médiation ne peut pas être terminée. Et on peut toujours demander aux médiateurs... même la CEDEAO doit pouvoir... doit garder... C'est Goddard Jonathan, l'ancien président... doit peut-être garder Jonathan et lui souffler. Malgré tout, vas-y. Un avion spécial des Nations Unies, un avion spécial peut atterrir toujours en Côte d'Ivoire et à Bamako. Au Mali. Il n'y a pas de raison de ne pas. Ils s'entendent avec les autorités maliennes, l'avion atterrit, ils peuvent toujours discuter. Il y a toujours une manière. Et je pense qu'il est très tôt, qu'il faut rapidement que se mettent en place des échanges rapides par rapport soit aux bons offices, par rapport à la médiation qui va se poursuivre, au lieu qu'on laisse la situation s'enliser. Telle qu'elle est là, ni la CEDEAO, ni le Mali ne pourraient être gagnants. Mais je pense que le régime malien a un pas d'avant. Parce que nous sommes, vous savez, le Dahomey, ce qui était passé le 16 janvier 1977, dont on a parlé, ce qui est passé aujourd'hui au Mali n'est pas étranger. Le Bénin était en lutte contre la communauté, un certain impérialisme international et ses valets locaux. Et donc, c'était une sorte les gens voulaient en finir avec le régime. Donc, les trois glorieuses qu'il y a eu, 72, 74, 75, il fallait mettre fin à ça en 77. Et donc, on n'avait pas de soutien à l'interne, mais à l'externe, que la Russie, justement l'Union soviétique, et les peuples à l'interne. Et vous avez vu que, comme à 50 km de Cotonou, les gens ont pris les branchages et les machettes pour venir sauver le pays. Si les Maliens deviennent de plus en plus nombreux à manifester contre la CEDEAO, ce n'est pas bon pour l'organisation. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut nécessairement que, au-delà du principe que je vois que la CEDEAO met en pratique, il faudrait déjà maintenir le cap. On dit un mauvais arrangement, il faut bien qu'un bon procès. Absolument. Du coup, il faut continuer avec le dialogue direct ou indirect. Vous savez. Mais ça, ce sont vos suggestions. Est-ce que vous entrevoyez une situation, une issue
Ça ne peut que être dans ce cas. Il n'y a pas un autre. Ça ne peut. Je ne vois pas. Le Mali ne peut pas gagner ça. Ne peut pas gagner ça à la base de la CEDEAO. Le Mali ne peut pas gagner. Et au-delà de la sous-région, vous savez que l'Union européenne... Laissez l'Union européenne de côté, c'est pas ça. La France là n'est pas le problème. A été même à l'ONU au Conseil de sécurité quand la Chine et la Russie ont bloqué. On a essoré le Togo, et pourtant le régime n'a pas tombé. On a essoré le Togo à des moments donnés, en 90-2000. On l'a essoré, on a fait le Togo, le régime est resté. Vous savez, c'est des questions c'est des réactions de principe. Après, le reste continue à être négocié. Et comme je le dis, ils ont plus intérêt à négocier que des deux parties. Oui. Vous savez, la conférence, il ne faut pas, l'expert l'a dit aujourd'hui, n'oublions pas que ceux qui se sont retrouvés, les 5 ans maliens là viennent d'où? Les 5 ans de transition n'ont pas été, ne viennent pas du ciel. Ça a été au terme d'échanges, d'assises. Oui. Notre conférence nationale, à quelle valeur? J'en parlais tout à l'heure. Donc, on ne peut pas bananer non plus l'organe qui a délibéré. En 90, les PCB, les communistes n'étaient pas à la conférence nationale. Des gens n'étaient pas, et pourtant d'autres sont allés à la conférence nationale. Et parce que simplement, et on décidait en leur nom. Et on a érigé ça en totem. Oui. Donc, il faut tenir compte de tout ça. 5 ans, c'est peut-être trop. Mais trop par rapport à quoi? C'est ça. La vie d'un État est plus que... On parle des centenaires. C'est ça. Donc, il faut analyser tous ces paramètres. Le régime malien aussi a besoin de se faire comprendre. Ils ont un bon premier ministre sans doute, mais s'ils ont un bon ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas s'il a le bon dialogue, s'il a le bon verbe. Nous sommes dans une crise où personne ne peut gagner en érigeant la poitrine ou bien en bombant le torse. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas faire le matamor, il faut aller, il faut regarder la situation d'en face. Et le cas malien peut arriver partout. On a fait le pire ici, comme je vous l'ai dit. Si certaines conditions n'avaient pas été réunies. Et comme je vous l'ai dit en 90, oui, on a trouvé un consensus parce que le président Mathieu Kérékou a pu être convaincu. Parce qu'il manque de ça. Mais après, on ne peut pas ériger ça en système. Ce n'était pas une assemblée démocratique. C'était une assemblée conjoncturelle. Oui. Je continuerai de le dire jusqu'au dernier moment que c'est une assemblée conjoncturelle. On ne peut pas ériger la Conférence nationale comme certains l'ont érigé en délibération hyper démocratique. Non. Donc, quand les Maliens ont demandé 5 ans, si c'est une conférence nationale, on doit l'analyser. C'est pour ça que je dis que comment les relations internationales aussi, comment le Mali gère ses relations internationales, comment la médiation a été conduite. Il y a beaucoup de paramètres. Si la CEDEAO a l'impression que les Maliens jouent avec eux, c'est parce qu'il y a eu mauvaise communication d'une manière ou d'une autre. Bref, moi, je ne peux pas, ici ou ailleurs, attaquer la CEDEAO pour vous dire qu'elle a pris une mauvaise décision. Mais comme je le dis, je pense qu'en prenant cette décision, elle doit l'encadrer également par un certain nombre de mesures d'ouverture pour laisser la place au dialogue. Parce que ils ont toujours besoin de dialogue pour sortir. Il n'y a que la guerre ne peut pas aboutir. Quel que soit Air France, n'allez pas au Mali. Pourtant, il y aura des avions qui vont atterrir au Mali. Absolument. Mais la BCAO peut ne pas livrer des francs CFA au Mali. Mais après, ceux qui vont souffrir, c'est peut-être d'abord la population. Et ainsi de suite. Mais alors, quand les gens vont chercher des palliatifs et commencent par les trouver, ce n'est pas bon non plus pour l'organisation sous-régionale. Et déjà, la Guinée n'est pas partante. C'est ça. Et d'autres pays ne le sont pas non plus, mais ne veulent pas le dire. Ne veulent pas le dire, absolument. Et donc, vous voyez, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de paramètres à analyser dans ce truc. Pour moi, ce n'est pas un dossier. On n'est plus en droit. On est en droit international, d'accord. On est en droit des organisations, d'accord. On est en droit international. Mais on est beaucoup plus en politique. On est en géopolitique, on est en politique. C'est ça. Donc, géostratégie, politique, géopolitique, beaucoup plus là. Donc, il faut des stratèges pour gérer la situation. Et il existe. Il existe dans l'espace UDAO, il existe ailleurs. Il suffit de leur faire appel. On va maintenant dire un mot sur un dernier sujet. Nous allons partir à la régie pour suivre cet élément lié à la présentation des vœux de la HAC à la presse. Et on reviendra pour conclure cette émission avec quelques mots sur ce sujet.
Rémi Prosper Moretti, face à la presse dans la matinée de ce mercredi 12 janvier 2022, présente ses vœux et formule ses souhaits. Une présentation de vœux qui a réuni partenaires et collaborateurs, ceux qui contribuent efficacement à l'évolution du Sion. La HAC serait une tête sans corps, une coquille vide. Somme toute, sans vous, elle ne saurait continuer d'exister. Nous sommes donc liés par le même destin, condamnés à vivre ensemble et à œuvrer, main dans la main, pour la liberté, le rayonnement et le bonheur des médias béninois. En cette période de crise sanitaire liée à la COVID-19, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication précise que chacun doit jouer convenablement et dans le temps requis sa partition pour une presse libre, prospère, professionnelle et dynamique. Nous devons participer à l'effort commun en ne relayant que des informations constructives. Agissant ainsi, nous ne serons pas en déphasage par rapport à notre temps. Au nom des associations professionnelles des médias, Zakiat Latoudji, tout en souhaitant ses vœux les meilleurs aux responsables de la HAC, relève quelques difficultés rencontrées au niveau des médias du Bénin. La presse béninoise a déjà connu des moments bien plus réjouissants. Aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas très bonnes et notre presse fait face à un certain nombre de problèmes. Entre autres, je voudrais évoquer l'interpellation et même la privation de liberté des acteurs des médias sur la base des dispositions du Code du numérique, la question du financement de la presse qui reste encore une grosse problématique et qui freine la mise en œuvre de différentes activités et de projets au sein de nos associations fertières. Après une séance d'échange avec le président Rémi Moretti sur le partenariat entre l'institution de régulation des médias et les associations des médias en général au Bénin, les participants sont sortis rassurés. Quel doit être notre fonctionnement dans le respect des textes qui régissent notre corporation, notre rôle également pour la bonne marche de notre pays, quelle peut être notre contribution. Faites votre devoir et nous remplirons le nôtre pour le bien de la presse béninoise et de la nation. Ces hommes de médias remercient le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et les conseillers pour la main tendue aux différentes associations professionnelles. Ils promettent travailler d'arrache-pied et œuvrer pour la concrétisation des différentes initiatives en cours avec l'accompagnement de cette institution. Agapit Napoléon Maforican, vous avez eu l'occasion d'opiner dans le décryptage sur ce sujet lié à la presse, au rapport entre la presse et la HAC. La présidente de l'UPMB, Zakiat Latoudji, a dit que la presse béninoise fait face à certains problèmes. Elle a parlé de l'interpellation et de la privation des libertés de certains professionnels des médias sur la base des dispositions du Code du numérique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je n'ai pas envie de me prononcer sur ce que la présidente a dit. Globalement, mais quand vous regardez l'élément, peut-être que tout n'a pas été bien relayé. Mais je dis peut-être. Mais vous entendez le président Moretti dit quoi? Faites votre travail et nous ferons le nôtre. Oui. C'est d'abord ça. Est-ce que nous faisons bien notre travail? Je ne sais pas. L'environnement d'aujourd'hui, est-ce que c'est l'interpellation de professionnels des médias sur la base du Code du numérique? Est-ce que c'est ça le défi à relever aujourd'hui réellement? C'est qui? Quelle est la situation aujourd'hui réellement? Quel est le défi majeur que la presse doit avoir? Quand j'ai écouté cet élément-là, en tout cas, ce qu'on a rendu, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu le défi. Je continue de penser que depuis le mois de mai 2021, nous avions un gros défi à relever. C'est le défi de repositionner la profession. Et qu'il est dommage qu'au niveau plus haut, on se complaigne encore sur les activités des fêtières de ci ou de ça. Non, à mon avis, il faut repositionner la profession elle-même. Aujourd'hui, elle est où? Elle est exercée par qui? La carte de presse, qui l'a encore valide? Alors qu'une décision de la HAC et non le Code de l'information actuellement en vigueur en font un élément de qualification professionnelle. C'est-à-dire que vous avez déjà un certain nombre de diplômes, un certain nombre de conditions, mais la possession de la carte est l'élément qui vous protège, qui fait de vous le journaliste professionnel. En tout cas, qui témoigne que vous l'êtes. Que vous l'êtes. L'habit ne fait pas le moine, mais à la matière, l'habit confirme que vous êtes un moine. Et dans le cas d'espèce, c'était la carte, c'est la carte. Aujourd'hui, combien l'ont encore? Et pourquoi?
Et aujourd'hui, quelle est la sphère de la profession? Je continue de dire, est-ce que si moi, Maforican, Agapit, Napoléon, j'interviens sur un réseau social en disant certaines de choses, je suis couvert comme professionnel des médias, parce que je suis directeur d'une télévision. Est-ce que c'est ça? À mon avis, non. Donc, même le débat sur le code du numérique mérite d'être fait. Moi, je pense qu'il y a certaines de choses que nous devons essayer d'affronter à l'interne pour repositionner, et la question même du financement dont l'a parlé la présidente. Ce n'est pas l'État qui doit financer, c'est d'abord les entreprises de presse qui doivent se positionner. Qui sont-elles aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Qui sont-elles aujourd'hui avec l'évolution? Comment se forme aujourd'hui l'entreprise de presse? Quel est le marché de cette entreprise? Quel est le marché des médias aujourd'hui? Quel est le statut de projet des médias aujourd'hui dans l'entreprise, dans la vie sociale, la couverture dont il a besoin? Il y a assez de choses. On a parlé des fêtières. Comment elles fonctionnent? Sur la base de quel financement? Comment elles se mettent en place? On était aux États généraux. Donc, je n'ai pas envie de revenir sur le décret de la dernière fois, mais je pense qu'il faudrait que beaucoup de professionnels essayent qu'il y ait une sorte de mise en commun de beaucoup de réflexions. Donc, je pense qu'il va falloir peut-être trouver le mécanisme pour questionner la situation aujourd'hui de la profession des presses, qui mérite, à mon avis, comme je vous l'ai dit, d'être réorganisée, totalement, refondée, je peux même dire, restructurée, refondée, rebâtir, je ne sais pas, il faut un nouvel ordre. Voilà. Justement. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican, pour les éclaircissements, les éclairages de ce soir. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Et le plaisir partagé pour moi de vous avoir reçu, comme chaque dimanche soir. Merci à vous aussi qui nous avez suivis de bout en bout. Nos programmes se poursuivent sur ETélé.